Bienvenue dans le débat de France 24. C'est la grande perdante du Covid. L'Afrique connaîtra la reprise économique la plus faible en 2021 comparée aux autres zones démographiques et géographiques du monde. Voilà ce qu'estime le Fonds monétaire international dans sa dernière note de conjoncture. Et pourtant, lorsqu'on y regarde de plus près, l'Afrique est aussi le continent qui offre les meilleures perspectives de croissance à moyen terme, à condition, bien sûr, qu'elle retrouve son dynamisme d'avant-crise. C'est tout l'objectif du sommet qui s'achève ce soir à Paris, consacré aux économies africaines. Une trentaine de dirigeants d'Europe et du continent sont réunis autour d'Emmanuel Macron pour évoquer notamment les besoins en matière d'investissement et d'allègement de la dette. C'est l'enjeu numéro 1. Dette africaine, est-ce la faute au Covid ? On en débat avec ici même à mes côtés Étienne Giros. Vous revenez tout juste de ce sommet qui d'ailleurs est loin d'être achevé. On attend l'intervention du président de la République. Vous êtes vous-même président délégué du Conseil français des investisseurs en Afrique. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Également avec nous en duplex de Dakar, Chérif Salif Sy, économiste sénégalais. Vous êtes coordinateur du Forum mondial des alternatives et vous avez été ministre de l'économie dans le premier gouvernement d'Abdoulaye Wade. Merci d'être avec nous. Bonjour, monsieur. Chérif Salif Sy, une question tout de suite, parce que c'est vrai que c'est peut-être la question qui surprend le plus nos téléspectateurs, en tout cas ceux qui ne résident pas sur le continent africain. On pensait que l'Afrique était globalement sortie relativement épargnée de cette crise du Covid, à l'exception peut-être de l'Afrique du Sud et plus au nord de l'Égypte ou encore de la Tunisie. Alors pourquoi apparaît-elle aujourd'hui en panne de croissance ? Non, l'Afrique n'est pas en panne de croissance. Ces dernières années, tout marchait quasiment bien. Cette année, en tout cas, c'est ce que dit le FMI. Oui, en panne de croissance, le FMI parle de la période de 2020. Ce n'est pas une panne, c'est un accident de parcours. Et je crois que c'est ça. Sinon, sur les dernières années, la croissance était là et largement supérieure dans la plupart des pays au taux de croissance de l'accroissement démographique. Oui, mais à quoi justement attribuez-vous cet accident de parcours ? On était à moins 2% l'année dernière, vraisemblablement le continent devrait faire plus 3,5% cette année, c'est moins que tous les autres grands continents de la planète. À quoi l'attribuez-vous ? À l'incapacité, disons la difficulté de mobiliser les ressources internes et les ressources, disons, sur les marchés financiers du continent. Ça apparaît comme une grande difficulté et relativement aux efforts énormes, aux efforts considérables quand même, que les États ont fait durant toute la période de la pandémie en 2020, déjouant tous les mauvais pronostics à l'échelle du continent. Voilà, donc les États ont fait énormément d'efforts, mais il apparaît très clairement, et on le savait quasiment au début, qu'il leur était impossible encore de mobiliser en tout cas les ressources nécessaires à l'échelle du continent. Voilà la situation qui explique que donc, le G8 s'est immédiatement mis en position pour alerter et informer sur la nécessité de soutenir le continent. Voilà, donc la croissance de 2020 n'a pas été comme celle de 2019 ou des années précédentes. La croissance de 2021 laisse également un peu d'espoir compte tenu de ces difficultés. On revient à vous dans un instant. Étienne Giros est à côté de moi en plateau. Il a fallu mobiliser des moyens colossaux pour prévenir cette crise du Covid qui, effectivement, contrairement aux pronostics les plus pessimistes, n'a pas emporté avec elle le continent africain, en tout cas pas au plan sanitaire, si l'on en juge par les chiffres officiels qui sont communiqués par ces États. Pour autant, est-ce que vous jugez, vous, aujourd'hui, que l'heure est grave ? Oui, l'heure est grave. Elle est moins grave sanitairement que craint, comme vous l'avez dit, puisque en gros, il y a à peu près 120 à 130 000 morts du Covid en ce moment en Afrique, alors qu'il y en a un peu plus de 100 000 en France. C'est juste pour comparer, alors qu'il y a quand même 20 fois plus de population. Donc ça a moins touché que prévu. En revanche, l'économie a été relativement fortement touchée, notamment sur certains secteurs qui ont été très malades. Pour répondre à notre ami, il y a quand même le tourisme, qui fait vivre à peu près une dizaine de pays, le transport aérien, l'hôtellerie, la restauration, qui sont complètement à plat et par terre, plus aucune activité, et il n'y a pas tous les ressorts de sécurité et les protections qu'on a en Europe. Et donc, effectivement, les pays souffrent. Par ailleurs, l'économie mondiale a baissé de niveau d'une manière terrible et drastique, et donc l'exportation des matières premières ou le commerce international, tout ça a baissé, et donc ça a évidemment affecté les économies africaines.
Vous dites qu'il y a une responsabilité des États, et notamment occidentaux, on pense à l'Europe au premier chef, qui est réuni aujourd'hui donc au Grand Palais éphémère à Paris. Il y a une responsabilité qui n'est pas causale dans ce qui s'est passé. Oui. Par contre, il y a une responsabilité pour essayer de sortir de la crise et aider l'Afrique à redresser la situation, notamment d'abord au plan financier, parce que l'Afrique a besoin de cash et de trésorerie pour commercer. Et là, en ce moment, il y a un risque d'être en cessation de paiement ? Non, pas en cessation de paiement, mais pas avoir suffisamment de devises, par exemple, pour faire du commerce et importer les biens dont ils ont besoin. Et la deuxième chose, c'est les ressources de l'État qui ont baissé, puisque l'activité a baissé, donc il y a moins de revenus. Et en revanche, l'État a plus de dépenses à faire pour couvrir les dépenses sanitaires des Covid. Donc ça s'appelle un effet de ciseau qui est totalement dévastateur. Et il faut donc injecter des fonds pour résoudre ce problème. Face à cela, Chérif Salif, si vous dites non, l'Afrique, ou en tout cas les pays, par exemple d'Afrique de l'Ouest, que vous représentez à travers le Sénégal, peuvent s'en sortir seuls, sans l'aide de l'Europe? Ah non, je ne dis pas ça. Je partage entièrement ce que vient de dire Étienne. Les difficultés sont là, malgré les efforts qui sont faits dans beaucoup de pays, effectivement, dans le secteur du tourisme, de l'artisanat et ailleurs. Mais je le répète, il y a une difficulté à mobiliser les ressources nécessaires, considérant qu'avant même l'arrivée de la Covid, la dernière année, 2018, déjà, on s'inquiétait sur la reconstitution du stock de la dette extérieure et intérieure, parce que la reconstitution du stock de la dette intérieure a également été, disons, un facteur aggravant de la situation des entreprises locales. Je partage entièrement donc ce qu'a dit Étienne. Il faut trouver des ressources hors du continent. Ça, c'est la situation objective. C'est pour cette raison que j'ai l'habitude d'employer cette expression, que les pays du G8 et les autres se sont lancés dans une action de solidarité intéressée. Parce que nul ne peut ignorer un marché de plus d'1 milliard d'habitants. Je crois que c'est ça. La réalité, elle est objective. Chérif Salif, si ces ressources vont-elles pouvoir se mobiliser demain, vont-elles venir si, comme on l'évoque, et comme ça a été le cas par exemple déjà pour un pays comme le Soudan hier, on s'oriente vers une annulation de la dette pour un certain nombre de ces États? Est-ce que cela ne va pas entamer leur crédibilité pour demain pouvoir à nouveau faire venir ces capitaux venus de l'étranger? C'est ce que craignent beaucoup de pays du continent qui ont annoncé dès le départ qu'ils refusaient l'annulation de la dette. C'est des pays dont les résultats sont patents sur le marché financier de mobilisation des ressources ces derniers temps. Des pays qui, dans de très bonnes conditions, avec le visa des agences de notation, ont renforcé leur crédibilité en respectant les engagements en termes de droit de la dette, en termes de mise en œuvre effective des projets qui étaient annoncés et en termes de reddition de comptes. Ces pays, effectivement, ne veulent pas une dégradation de leurs notes et puis un peu fâcher les créanciers à l'échelle de la planète. Il y a d'autres pays qui pensent que non, leur image est encore bonne, et c'est le cas du Sénégal, mon pays, et qui vont même beaucoup plus loin en demandant l'annulation de la dette. Mais vous savez... Vous pensez que demander l'annulation, c'est aller trop loin ? C'est pas aller trop loin, c'est que quand on le fait, il faut intégrer l'expérience qu'on a tirée de l'annulation de la dette dans le passé, notamment le cas zambien. Quand vous annulez une dette, il y a les grands créanciers, les plus visibles, les plus en meilleure position peuvent renoncer à la dette, mais il reste d'autres créanciers de seconde zone qui continuent à réclamer de la dette, que le pays continue à payer, et il arrive qu'en voulant respecter ses engagements, le pays arrive au défaut. C'est le cas de la Zambie. Voilà, c'est très complexe le processus d'annulation de la dette. Donc c'est très compliqué. Étienne Giraud, vous vous dites il ne faut pas aller jusque-là parce qu'on risque de créer une situation dans laquelle demain plus personne ne voudra prêter à ces États africains. Même si vous avez plein de raisons pour obtenir une annulation de dette, si vous l'obtenez, les prêteurs, la prochaine fois, vous ne prêtent plus. Parce qu'ils disent c'est ce qui va se passer. Parce qu'il faut savoir, une annulation de dette, ça veut dire que ceux qui ont prêté ne sont pas remboursés. Hein, voilà. Ou alors il y a une décote sur en tout cas ce qui a été prêté. Annulation de dette, c'est on l'annule. Donc il n'y a plus de dette. Donc le pays ne le remboursera jamais. Donc ceux qui l'accordent sont d'accord pour ça. Mais les nouveaux prêteurs, parce qu'il va falloir continuer à emprunter pour vivre, les nouveaux prêteurs ne vont plus prêter parce qu'ils vont se dire ça va nous arriver.
Donc il vaut mieux restructurer la dette, c'est-à-dire, il y a plein de techniques pour cela, vous la prolongez de 10, 20 ou 30 ans, vous créez une période où pendant 20 ou 30 ans on ne rembourse pas, enfin il y a des techniques, mais vous n'annulez pas la dette. Oui. Et deuxièmement, il faut donner des fonds, ça c'est pour ce qui existe, le stock. Oui. Mais par ailleurs, il faut donner des fonds nouveaux. Parce que ça ne crée pas de nouveaux moyens. Ça évite juste que les États sortent de l'argent pour rembourser cette dette et ils peuvent utiliser cet argent à autre chose. Il faut savoir qu'un pays comme le Ghana, par exemple, la moitié du déficit budgétaire sert à payer le service de la dette. Non mais c'est énorme. C'est pour montrer à quel point aujourd'hui les intérêts coûtent cher à ces pays. Voilà. Et alors après, l'autre chose qu'il faut, c'est insuffler des fonds nouveaux pour permettre la création d'entreprises. Et puis égaliser à peu près le budget de l'État. Alors on les trouve où ces fonds? On entend dire des droits de tirage spéciaux. Alors pour que ceux qui nous regardent comprennent bien, le FMI a la possibilité effectivement d'émettre de la masse monétaire. C'est ce qu'ont fait les banques centrales des pays comme les États-Unis, comme l'Union européenne pour financer, il faut le dire, à coup de planche à billets, comme on dit, c'est la bonne vieille recette, financer la croissance ou en tout cas le maintien à flot de ces économies. En Afrique, aujourd'hui, on ne bénéficie pas des mêmes moyens parce que les banques centrales africaines n'ont pas les mêmes capacités. On ne peut pas le faire parce que les banques centrales africaines, soit elles sont dans des réseaux monétaires extérieurs, soit elles ont leur propre banque centrale, mais elles n'ont pas cette capacité de créer de la monnaie crédible. Autrement, ça va être de l'inflation, ça va être une dévaluation permanente, ça ne marchera pas. Donc on ne peut pas faire jouer la planche à billets. Donc c'est au rôle du FMI de le faire. Donc il faut que de l'argent vienne de l'extérieur, et donc le FMI, lui, je ne vais pas vous donner trop de chiffres, mais quand même on dit que l'Afrique a besoin de 195 milliards de dollars dans les 3 ans qui viennent pour redresser la situation comme avant. Et maintenant, le FMI a décidé de sortir 650 milliards, dont 33 viendront à l'Afrique. 33 milliards. 33 milliards de droits de tirage spéciaux. Mais alors, sauf que... Il n'est pas beaucoup. Il y a un sujet qui a été, mais vous, pays du Nord, allouez une partie de cet argent que vous allez recevoir du FMI à l'Afrique. 34 milliards, sauf que, Chérif Salifi, on sait que rien qu'au titre de la vaccination, c'est-à-dire ce qui permettrait simplement de prévenir au plan sanitaire l'expansion de la pandémie de coronavirus, on ne parle même pas de l'économie, là, ça représente 12 milliards de dollars de besoins financiers, c'est-à-dire près de la moitié, finalement, de ces fonds en droits de tirage spéciaux. Donc on est très loin du compte. Oui, on est très loin du compte, évidemment. La CNUSED l'avait déjà pressenti en prenant le contre-pied des besoins annoncés par le Fonds monétaire durant l'année 2020, qui estimait que le soutien nécessaire immédiatement devrait être de 290 milliards. La CNUSED déjà parlait de 2500 milliards de dollars, évidemment. C'est colossal. Je crois qu'on n'en est pas là de demander tout de suite. Je crois qu'il ne s'agit pas de ça. Mais je voudrais soutenir simplement l'idée les droits de tirage spéciaux. Parce que vous savez, le problème avec l'approche en termes d'initiative pour la suspension de la dette ou du rallongement de la dette, on doit mieux l'apprécier. Parce que cette approche fait que les besoins des pays pauvres ne sont pas fortement corrélés avec leur niveau d'endettement. En d'autres termes, ni la dette, ni les coûts du service de la dette, en termes absolus ou en pourcentage du PIB, ne sont un bon indicateur pour les besoins relatifs d'un pays. Le défi aujourd'hui, c'est de mettre, encore une fois, je suis tout à fait en phase avec Étienne, il faut essayer de trouver le moyen de mettre les droits de tirage spéciaux, une quantité assez acceptable d'argent, mais surtout renforcer le soutien que les banques européennes déjà étaient en train d'entreprendre pour le soutien à l'entreprise africaine. Le grand défi, c'est aussi et surtout peut-être l'entreprise africaine. Il faut que les entreprises sur le continent tiennent le coup, résistent, se redressent et continuent à créer des emplois. Alors comment on fait ça effectivement? C'est quand même la grande question parce qu'il y a les financements publics bien sûr d'État, mais comment on fait, Étienne Giros, pour que des acteurs privés, en l'occurrence les banques européennes, viennent financer l'initiative privée, parce que c'est ça quand même qu'il faut développer aujourd'hui en Afrique, la capacité à produire et à investir. C'est ce que j'allais dire, nous sommes d'accord avec Chérif, mais il y a évidemment un pan très important, outre l'argent qui va arriver, ou l'annulation de la dette, ou le report de la dette qui va arriver pour permettre aux États de passer l'étape. Il faut maintenant donner des flux financiers pour que les entreprises puissent investir et fassent repartir la machine. Et on fait comment? Et pour faire cela, il faut d'abord, ça c'est
une habitude, une récrimination habituelle que l'on a, c'est qu'il faut d'abord un état de droit, un climat des affaires favorable. Un cadre des affaires. Il faut un cadre des affaires. Ça, on n'en sort pas. Savoir que la loi ne va pas fluctuer, qu'on sait effectivement qu'il n'y a pas de risque d'expropriation pour les investisseurs étrangers. Il faut que les accords soient tenus, il faut que la justice soit à peu près bien rendue. Ça, c'est ce qu'on a dans des États comme le Ghana, par exemple, mais pas seulement. Ou le Rwanda. Enfin, il y a à peu près au moins la moitié ou les 2 tiers d'États. La Côte d'Ivoire, le Sénégal aujourd'hui présentent un climat des affaires qui permet d'investir sereinement. Qui progresse tout le temps, mais il y a aussi pas mal de risques. Il y a aussi des risques sécuritaires qui peuvent ralentir, etc. Mais une fois, supposons cela réglé, maintenant il faut des fonds. Et le problème, vous le savez, ou vos auditeurs le savent, c'est qu'emprunter de l'argent en Afrique, ça coûte à peu près 4 à 5 fois plus cher que de l'emprunter en Europe. Pourquoi ? Parce qu'on fait payer une prime de risque à l'Afrique. Et donc tout ce qui peut dérisquer l'Afrique va dans le bon sens. Oui, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut des garanties d'État, Alors, c'est le sujet occidentaux ? La première chose, c'est de donner des garanties aux prêteurs, parce qu'il y a de l'argent. En Afrique, vous dites, est-ce qu'il faut que c'est les banques européennes qui doivent donner de l'argent ? Non, les banques africaines, les banques marocaines et les banques étrangères, évidemment, ont du cash et peuvent prêter. Le problème, c'est le niveau du risque. Et donc, la première des choses à faire, me semble-t-il, c'est de délivrer des garanties qui vont pour sécuriser et que les banques n'aient pas peur et qu'elles puissent prêter de l'argent. Pas peur de perdre leurs fonds. Si elles ont un accident, elles pourront se tourner vers le garant, qui est la communauté internationale, ce dont on a discuté cet après-midi, pour se faire rembourser. Et donc, elles prêteront plus facilement. Et à ce moment-là, il y a plein de talents, il y a plein de chefs d'entreprise en Afrique, et il y a aussi des gens d'entreprise étrangers qui sont prêts à investir. Il faut simplement trouver le financement. Chérif Salif Si, c'est un mécanisme de garantie, c'est ça peut-être là qui peut permettre de débloquer les fonds et enfin de faire décoller le fameux décollage du continent qu'on évoque depuis des décennies maintenant. Il est conditionné à cela. Est-ce que ça ne crée pas finalement, malgré tout, une forme de tutelle dans le choix de ces investissements par les pays qui seraient demain garants de ces prêts ? On ne peut pas prêter, apporter son soutien à un pays ou à un continent et rester les yeux fermés. Ce n'est pas possible. C'est aux économies, au gouvernement africain de prendre les responsabilités, négocier l'allongement de la durée des prêts, comme le dit Étienne, avoir des droits de tirage spéciaux plus importants et trouver des moyens de soutenir davantage l'entreprise. Et tout cela pourrait être conditionné par l'assurance que les ressources seront utilisées à bon escient. Il se pose là donc de sérieux problèmes de gouvernance qui doivent être traités rapidement pour donner confiance aux créanciers. Est-ce qu'on ne rentre pas, Chérif Salif Si, dans le fameux mécanisme de conditionnalité des aides qui a été tant reproché au FMI dans le passé à la Banque mondiale, avec ces fameux traitements de choc exigés aux économies auxquelles on acceptait de prêter? Est-ce qu'on ne va pas finalement perpétuer le même modèle? Vous savez, on a expérimenté dans le passé, disons ces 30 dernières années, beaucoup de cadres formels pour gérer ce genre de problèmes. Les États rendent de plus en plus compte à la société civile, il y a une visibilité plus importante sur les engagements, et à ce moment-là, les conditionnalités sont de mieux en mieux comprises par la société non politique, qui considèrent même parfois que c'est un impératif. Vous voyez les sociétés civiles demander aux partenaires extérieurs de mettre la pression dans telle ou telle direction. Les conditionnalités bien définies, soutenables et acceptables par les gouvernements concernés et soutenues par la population locale, des conditionnalités raisonnables, moi je crois que ça ne posera aucun problème pour des pays qui tiennent à une viabilité de leur endettement et qui s'engagent à rendre compte proprement. On peut créer ces mécanismes incitatifs aujourd'hui, Étienne Giros, lorsqu'on fait face à la concurrence sur le marché des prêts d'un pays comme la Chine, qui lui n'hésite pas à s'engager directement, à prêter directement et à investir directement sur le continent. La Chine investit l'Afrique, comme vous le savez, mais c'est avec de l'argent chinois à 100%, ou presque 100%, et qui est prêté directement aux entreprises chinoises. Donc ils n'ont pas les pudeurs que nous on a, où on ne peut pas prêter à nos propres entreprises françaises, par exemple, pour investir en Afrique. Vous savez, l'aide publique ne peut pas être donnée aux entreprises françaises, c'est interdit. Mais les Chinois peuvent le faire. Alors maintenant, sur la notion de risque et de conditionnalité. Les conditionnalités, elles s'appliquaient par le passé surtout aux États. On donnait de l'argent, on faisait des prêts aux États et on mettait des conditionnalités de politique publique. Souvent très libérales, voilà. Là, il s'agit de prêter aux entreprises. Et donc ça, c'est le travail des banquiers. De faire l'analyse, de trouver les bons entrepreneurs et les bons projets. Peu importe que l'entrepreneur soit africain, européen ou étranger. Ce qui importe, c'est que le projet soit bon. Est-ce qu'on va aller forcément vers du développement durable? Est-ce qu'on ne va pas être tenté plutôt d'aller une fois de plus vers les industries d'extraction et de matières premières? Parce que c'est ça aussi le problème, la mono-industrie, la mono-économie. On peut mettre des conditionnalités de ce type-là, par exemple, investissement propre, la politique des genres, de la RSE, etc. On peut le faire, ça c'est possible. Et puis j'ajouterais, si vous permettez, un autre élément très important,
qui est qu'il faut que tous ces processus évitent la bureaucratie. Aujourd'hui, ça n'est pas souvent mis en avant par les représentants des États, mais nous, secteur privé, on le dit, la bureaucratie qui préside au financement international, aux dons, à l'aide publique au développement, etc., est absolument envahissante. Elle ralentit beaucoup les processus. Quand vous avez 2 ou 3 ans pour faire un projet, c'est plus la peine, il est mort, et vous avez le temps d'avoir mangé votre fonds de roulement et votre argent de départ. Donc il faut accélérer tout ça et faire confiance aux opérateurs. L'initiative privée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Étienne Giraud. Je remercie également Chérif Salifsi en direct de Dakar au Sénégal, alors que se poursuit, à l'heure où nous parlons, ce sommet pour les économies africaines, ici même à Paris. On va continuer d'en parler sur France 24. Restez avec nous. Prochain journal dans moins de 10 minutes.